Ok. Allô, bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce mercredi 2 mai 2012. On va commencer tout de suite. C'est une bonne journée pour le moment, espérons que ça va continuer. Alors, je demande si c'est ok son et image et on va commencer donc tout de suite avec une grosse pression vendeuse sur euro-dollar. Donc déjà, on va chercher la raison de cette grosse baisse et on va aller voir de plus près ce qui se passe. L'euro-dollar et les marchés actions, là c'est clair et net. Dette, Portugal lève 1,5 milliard d'euros, le montant maximum visé. Le Portugal, sous assistante financière de l'Union Européenne et du FMI, depuis mai 2011, a emprunté mercredi 1,5 milliard. Dégringolade des ventes automobiles enrayées en avril. Les ventes de voitures neuves en France ont baissé de 1,6% en avril, un chiffre moins mauvais que ceux enregistrés lors du calamiteux premier trimestre, mais les perspectives pour l'ensemble de l'année restent moroses. Encore exprimé en Amérique latine, encore exproprié en Amérique latine, l'Espagne réclame un prix juste. Voilà, premier mercredi réclame un prix juste pour REE, exproprié mardi de sa niveau de capitalisation à imposer aux banques. Les ministres européens des Finances tentaient mercredi de trouver un accord sur le niveau de capitalisation censé permettre aux banques de mieux absorber les chocs. Donc, mais un compromis c'est assez difficile. Donc a priori c'est ces informations qui sont importantes. Grèce Standard & Poor's relève la note à CCC. Dette qui a permis d'effacer environ 10 milliards. La société en sursis Néo-Sécurité reçoit une bouffée d'oxygène de l'État. La cotation de Technicolor suspendue à la Bourse de Paris. Lufthansa réceptionne son premier gros porteur Boeing 747. Le CAC 40 réduit ses gains après les statistiques décevantes en zone euro. La Bourse de Paris réduisait ses gains à la mi-journée après une série de statistiques Freeman qui donne tu dis ça où je suis sur Boursorama tout simplement. Je regarde les dernières nouvelles, hein. C'est assez généraliste. Enfin, c'est même économie et finance, mais rien de spécifique quoi, Boursorama. Zone euro, taux de chômage se rapproche du seuil des 11%, du jamais vu. Le taux de chômage atteint en mars son plus haut niveau dans la zone euro depuis la création de l'union monétaire à 10,9% la population active et se rapproche des 11%, seuil jamais atteint. Donc voilà les gros titres. Hein. Et ce qui a amené l'euro-dollar à voilà, des news. On a donc ce matin on a eu beaucoup de nouvelles par rapport à l'économie européenne. Alors il n'y avait pas de nouvelles super importantes, mais beaucoup de nouvelles et elles ont toutes été très mauvaises et largement inférieures aux attentes. Ce qui a amené l'euro à fortement baisser, c'est assez logique. Cet après-midi 14h15, donc dans 10 minutes, on attend le taux d'emploi non agricole. Hein, donc on va surveiller ça. Et puis ben voilà, au fur et à mesure. Moi personnellement sur Eurodollar je suis vendeur. Alors ce matin ça s'est très bien passé. Vous vous rappelez que j'étais vendeur, j'étais également vendeur GBP Yen. Donc la livre sterling face au yen a aussi bien baissé. Donc dans l'ensemble là ça s'est très bien passé aujourd'hui. On revient tester le point pivot d'ailleurs. Par contre on a une vraie zone de support. Donc ok j'ai soldé. Alors d'ailleurs c'est très bien, ça fait du bien au compte. Là l'équité est désormais à 2460 €, la balance à 2400. En termes de profit. Et puis ça met fin à une mauvaise série.
En termes de gains en pourcentage, on n'est pas sur les plus hauts. On a déjà fait les plus hauts en mars, puis le 16 avril. Donc si on continue sur la lancée, ça va être bien. Mais on voit voilà, un beau gain, donc ça fait du bien. Donc c'est ça l'avantage de notre approche. Les gains, eux, sont assez conséquents. Donc c'est plutôt une bonne cadence, c'est une bonne dynamique, on va dire. Donc voilà, ça c'est ok. Donc en termes de profit, on n'a jamais été aussi haut. Voilà. Et on reste sur un bel élan en termes de profit, puisqu'on a des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Donc la courbe de profit... Le drawdown, bon ces derniers jours on est monté jusqu'à 5, on n'a pas dépassé 5%, moi ça me va 5%. Après si j'ai des capitaux plus grands, j'essaierai de l'abaisser encore, hein, 2-3%, mais bon là ça va. Ce qui était trop c'était au début, mais j'étais sous-capitalisé, donc ce qu'on avait fait en mars. Donc voilà, 395 trades, on approche les 400 trades. On maintient toujours le même cap, hein, donc de 63%, ça baisse un peu quand même, hein, parce qu'on est une mauvaise série. 63% de trades gagnants, 37% de trades perdants. On resserre l'écart entre les gains moyens et les pertes moyennes, donc ça c'est plutôt bon signe. Au total on a tradé 6,89 lots. Voilà, donc dans l'ensemble c'est vraiment pas mal. Et on va continuer sur ce rythme. Alors là comment je vais jouer sur... Plus patient si on doit réouvrir des nouvelles positions. Ce que je vais faire c'est pyramider ou moyenner. Mais j'attendrai quand même des vraies phases de reprise en main du marché. Parce que vous savez, quand je prends des micro-lots, vu que je m'en fous, puisque bon, c'est des toutes petites positions, donc je peux vraiment en accumuler beaucoup, je prends dès qu'on a des petits mouvements. Par exemple 50%, 38%, enfin, peu importe, mais qu'on a un vrai retracement, pas un petit mouvement quoi, je pourrais reprendre position à la vente. Et idem, si on accélère à la baisse et qu'on a une vraie phase de correction, je pourrais reprendre. Donc 9,29€ de profit en cours. C'est bien, ça se passe bien, 2460€ d'équité. On est positif de 260€ sur ce compte, donc ça se passe pas mal du tout. Alors, par rapport au concept de l'émission, pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle que pour participer à l'émission, vous êtes même invité à participer. Le but, c'est d'échanger. Je ne suis pas meilleur trader qu'un autre. Donc, pour ça, vous avez plusieurs options. Soit le chat écrit, en bleu en dessous du cas de diffusion de l'émission sur videobourse.fr. Pour ça, pas besoin de... Pour ça, vous allez sur... chat audio Mumble. Vous allez, oui, pardon, sur le sujet dédié au Mumble, donc sur Vidéo Bourse. Voilà. Je vous laisse le lien. C'est entièrement gratuit. Vous pouvez communiquer en direct avec nous. Dernière manière de participer via Skype. Donc mon pseudo c'est Fabien Web, tout attaché. Voilà, autrement vous pouvez suivre les résultats de mon compte en direct en cliquant sur le bandeau gris au-dessus du cas de diffusion de l'émission. C'est mis à jour maximum toutes les 5 minutes. Donc voilà. Position ouverte, position fermée, etc. Pour le moment, les vendeurs mettent la pression, c'est bien, on est positif. Pas grand chose de plus à signaler. Je sais pas trop où trouver toutes les bonnes infos, j'hésite même à m'abonner au magazine Le Monde. Qu'est-ce que tu en penses? Alors Le Monde, tu vas rien trouver d'intéressant, et enfin rien d'intéressant si, ça va être très intéressant, mais pas spécifiquement par rapport à la bourse ou à la finance. Et honnêtement il faut mieux aller sur des sites, hein. Maintenant c'est vrai que c'est peut-être pas un bien, mais bon nous c'est pas notre problème, donc après à chacun ses soucis. Il y a énormément d'informations gratuites en ligne, donc tu vas sur des sites comme boursier.com, Boursorama, ou des sites américains comme marketwatch.com. Tu auras énormément d'informations, donc c'est pas la peine de t'abonner à quelque chose, d'autant que l'information sera pas en direct via un journal. Donc non, vraiment Internet propose des choses gratuites très intéressantes. Je vois pas pourquoi on se prendrait la tête à aller voir autre chose. Donc vraiment, non, va sur des sites classiques, hein, tu vois, Allofi, comment ça s'appelle, Zone Bourse, voilà, etc. Au passage, ça lag énormément. Alors Freeman, si ça lag, tu passes en mode low, qualité low, et ça lagera plus. Alors, on a vu l'information. Alors, vous avez vu, il y a de nouvelles vidéos de Jean-Luc Sac qui ont été publiées, pour ceux que ça intéresse. Nous, techniquement, on va se repérer.
81, ce qui représente en termes de pourcentage environ 5%, pardon, même plus 6% de profit pour le compte, donc c'est vraiment excellent. Forcément quand on a une grosse bougie comme ça et qu'on était vendeur avec assez lourdement exposé, ça paye beaucoup. Donc ça, on se mange un swap négatif qui fait mal, hein, par contre, ça c'est clair. En plus, non, ouais, même pas. Ouais, non, le swap négatif fait mal. Maintenant, on va voir si ça baisse ou pas. Moi, c'était mon pari. Je dis que j'allais la garder quelques semaines, 2-3 semaines, je pense. Euro-dollar, on repart de l'avant. Bon, on accumule le swap négatif par contre. Mais du coup, avec notre position à la vente ouverte ici, la grosse bougie baissière est plutôt de bon augure. Et ça devrait bien se passer par la suite. On a été largement plus positif, hein, par le passé. Donc on verra si on poursuit le mouvement baissier. Moi, je suis baissier de toute façon, hein, j'ai dit, sur euro-dollar. Je maintiens. Et sur le bilan sur l'euro-dollar, alors 2 secondes. C'est bizarre ça, pourquoi là? Allez. Selon un graphique et un autre, on peut avoir des choses assez différentes. Ah non, voilà, oui, c'est ça. Ok. Et donc... Voilà. Hein, 1.30, 1.70, il n'y a pas de raison particulière d'accélérer. On est vraiment dans la phase d'hésitation, avec un biais de fond baissier. Et moi, je suis plutôt vendeur fondamentalement, donc privilégiant les positions à la vente, mais il n'y a rien de super franc. C'est toujours intéressant et bien d'avoir une grosse bougie baissière comme ça. Ça veut dire qu'on a eu vraiment du mal à franchir cette zone de résistance. Et derrière, quand les vendeurs ont voulu prendre en main le marché, ça a été très franc. Alors attention, j'en vois. Alors, 14h15, ça y est, ça tombe là. Alors, est-ce qu'on a des... Alors là, le spread est très large, hein, forcément. 8 pips de spread. Les chiffres du chômage qu'on attendait à 78 qui sont tombés à 119. Donc c'est... Je suis pressé d'être à 209. C'est bon pour nous, hein, théoriquement. Donc là pour le moment c'est pas forcément bon puisque le spread est large. Ça va se resserrer ensuite. Et ça devrait être haussier. C'est assez spécial parce qu'on a quand même un chiffre qui est bien moins bon que les attentes. Alors certes c'est par rapport à l'économie américaine. Voilà, le spread là qui s'est resserré. Cependant, théoriquement c'est plutôt l'euro qui joue le rôle d'actif à risque. Ces derniers jours c'est pas ce qu'on a eu. On a vu qu'on a eu des divergences par rapport au marché action. Mais le fait est que normalement quand on a une mauvaise nouvelle, que ce soit par rapport à l'économie européenne ou américaine, en tout cas ces dernières années, c'est l'euro qui en souffre. Et inversement, quand on a des bonnes nouvelles, c'est l'euro qui en profite. Même si c'est une nouvelle par rapport à l'économie américaine, donc théoriquement ça devrait impacter le dollar. Alors si on jette un coup d'œil au marché, il faut que je m'y mette, les marchés US qui accélèrent à la baisse. Donc là on n'a rien d'anormal. En tout cas cette news ne joue pas contre nous, hein, dans le cadre de l'opposition. On va voir ça.
les commandes des usines à 16h, les inventaires du pétrole à 16h30 et le discours de Laker, membre du FOMC, à 18h30. Donc ça c'est ok. GBP, GPY explose, dit Freeman. Tiens, il y a eu un bug ou quoi? Voilà, on sait pas sur quel pied danser. GBP, GPY sur lequel on était. Waouh, gros mouvement, pardon. Donc encore sur un mouvement de baisse, ça a été profitable pour nous. Après, je n'ai absolument aucun regret hein, par rapport à ma sortie. Par contre, on casse 61 points, donc tu as... Alors, comme bien souvent... Donc ce mercredi 2 mai, on avait Jean-Luc Hussac face à Alexandre Baradez. Bah, allez, qu'on a reçu dernièrement sur Vidéo Bourse, Alexandre Baradez de chez Saxo Bank. On écoute ça tout de suite. BFM Business, Intégral Bourse, le match des traders. Nos deux traders sont en place pour anticiper la suite de cette séance. Jean-Louis Cussac, bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Vous êtes trader pour compte propre chez Perceval Finance, avec vous ce matin Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Sales trader chez Saxo Bank. Alexandre, donc le CAC rapidement, donc les espoirs des investisseurs rapidement douchés par deux très mauvaises statistiques. Avant qu'on ait l'indice européen PMI, on a eu l'indice italien qui est tombé à 43,8 au lieu de 47,9, donc quasiment 48, c'est-à-dire moins 8% par rapport à l'indice manufacturier italien. À cela, on a une autre mauvaise nouvelle de l'emploi en Allemagne. Donc le CAC a très rapidement dévissé. Et effectivement, on se trouve aux alentours de 1% maintenant. Donc début de séance relativement volatile à la bourse. Et puis clairement, on a un gap qui s'est ouvert à 3212 points. Le gap, pour rappeler ce que c'est qu'on a clôturé dernière séance à 3212 points. Et on est ouvert ce matin sur un niveau beaucoup plus élevé. Donc là, l'indice, vraisemblablement, va chercher à court terme à combler ce gap et à se rapprocher de 3212 points dans les heures qui viennent. Jean-Louis Cussac, votre sentiment sur ce début de séance? Pas de changement, vraiment, pour moi il n'y a pas de gap. Un gap pour moi c'est une ouverture au-dessus du plus haut de la veille ou en dessous du plus bas de la veille. Donc il n'y a pas vraiment de pression, on a ouvert en hausse, en reprise technique, on reste dans la reprise technique, elle n'est pas remise en cause. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on bute parfaitement sur 3230. La zone 3220-30 future, mais qui fonctionne, qui a fonctionné toute la semaine dernière et qui fonctionne encore ce matin. Toujours beaucoup d'hésitation, il faut privilégier les écarts. Moi, je repasse plus acheteur, donc au-dessus de 3230. Je repasserai davantage vendeur sous 3100, c'est un petit peu loin, difficile de remonter ce niveau puisqu'on a bien marqué la zone la semaine dernière. On a un petit pivot sur 3180, tant qu'on est au-dessus, on est plutôt du bon côté, si on repasse en dessous, bon ben on va dire qu'en fin de journée, si on repassait sous 3180 futur mai, on serait un petit peu du mauvais côté avec des petites pressions à la vente. Mais enfin bon, rien d'extraordinaire. Pour l'instant, vraiment, contexte identique, beaucoup d'hésitation et toujours de grosses questions évidemment sur les statistiques qu'on a vues là, mais c'est pas une surprise. On sait très bien qu'on se dirige vers une récession, en tout cas un scénario à la japonaise peut-être. Donc de toute façon, tout ça, c'est vraiment pricé par le marché. Et la grande question, c'est de savoir comment relancer la croissance, peut-être via la Banque européenne d'investissement qui pourrait sauver la croissance européenne. C'est une question en tout cas qu'on posera ce matin à tous nos experts. Alexandre Baradez, le CAC, on le 3000 points d'ici l'été, voilà leur scénario. Est-ce que c'est aussi votre scénario ?
C'est un scénario tout à fait possible en fait. Très clairement sur le CAC, on voit que l'envolée qu'on avait eu fin 2011, début 2012, c'est complètement tari. Donc on est redescendu sur un niveau de 3000 points. Là, je pense que en vue des échéances qui nous attendent, si vous voulez, en fin de semaine, et puis les statistiques américaines qui vont également tomber, plus la Banque centrale, le CAC pourrait osciller entre 3002 et 3300 points pendant quelques temps. Mais à très court terme, effectivement, je confirme par rapport au propos de Jean-Luc Cussac, qu'il y a bien un gap qui s'est créé ce matin. Donc à court terme, les marchés vont chercher à combler le gap. Ça, c'est quasi sûr. Après, effectivement, sur les échéances, je pense que oui, avec ce qui se passe en Europe, on voit bien qu'il y a deux points de vue qui s'affrontent totalement. Il y a les partisans de la relance par tout ce qui est réformes structurelles, et donc ils veulent faire de la croissance par les réformes structurelles. Et puis on a beaucoup de pays qui veulent faire de la relance par l'accroissement des déficits, si vous voulez. Et le vrai challenge de l'Europe dans les semaines qui viennent, ça va être d'homogénéiser ces différents points de vue. Et pour l'instant, c'est très loin d'être le cas. Donc les pressions sur l'Europe vont rester fortes. Pour le CAC, il y a vraiment un niveau de basculement vers on va dire un niveau très baissier. C'est une zone entre 3030 et 3040 points. C'est une zone autour de 3030, 3040 points. Là, effectivement, on aura un scénario beaucoup plus négatif pour le CAC. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, tant qu'on tient les 3200 points, on peut continuer à espérer une hausse ou en tout cas une consolidation entre 3002 et 3003. En un mot, Alexandre, Wall Street a terminé hier à des plus hauts de 4 ans. Vous vous dites que ça peut continuer longtemps, cette hausse là-bas ? Alors longtemps, pas forcément, encore une fois. Quand il y a trois zones économiques puissantes aujourd'hui dans le monde, il y a les États-Unis, l'Europe et l'Asie. L'Europe s'affaisse très clairement, frôle la récession. Donc si vous voulez, les États-Unis ne pourront pas connaître une croissance encore aussi forte si elle n'a pas de partenaires, et l'Europe est un de ses partenaires commerciaux. Donc il faut effectivement que ce partenariat reste fort. Il faut que l'Europe arrive à sortir la tête de l'eau. Donc les États-Unis, par contre, le point d'avance qu'ils ont par rapport à l'Europe centrale, qui est très active, qui fait de la monétisation, et ça effectivement c'est un point positif qui a très clairement soutenu l'emploi, la consommation et la production industrielle pendant quelques mois, alors que l'Europe commence à tomber. Donc le rôle des banques centrales va être capital dans les semaines qui viennent. Jean-Louis Cussac, un petit mot pour finir sur la parité euro-dollar. Alexandre Baradez évoquait beaucoup d'impact américain, des chiffres attendus. Quelle pourra être la traduction en termes de parité ? On va dire qu'on va surveiller un 31-30, qui reste pour moi un niveau, le plus proche niveau important qu'il ne faudrait pas casser pour qu'on... que je vous avais signalé, on a tapé dessus à plusieurs reprises, on est revenu à chaque fois en arrière, et on garde comme ça ce biais haussier, mais c'est quand même assez fragile, bien évidemment, puisque ça fait quand même un sacré paquet de jours maintenant, plus de 15 jours que le marché piétine plutôt, mais il reste au-dessus d'un 31-30, donc il reste plutôt du bon côté. S'il repasse sous un 31-30, on aurait plus un biais vraiment neutre, et sous un 30-30 baissier, et sous un 29-20 retournement à la baisse moyen-long terme. Pour l'instant, l'euro se tient bien, on répète, à $1,3176. Merci beaucoup, messieurs, Jean-Louis Cussac et Alexandre Baradez. Et le CAC 40 donc. Voilà, donc le point réalisé par BFM, donc sur BFM Business, pardon, et on voit que c'est assez proche de ma vision des choses, ce qui a été exprimé notamment par rapport à l'euro-dollar par Jean-Luc Cussac. Voilà ce que l'on a à court terme ici en M1. Alors M1 c'est vraiment très court, après on s'en fout parce que l'unité, enfin moi personnellement je m'en fous, c'est que l'unité de temps de son voilà, c'est une autre vision, mais les cours restent les cours. Donc ça me dérange pas de regarder en M1, je peux aussi regarder en M5, ça donne plus de recul. De toute façon là aujourd'hui c'est pas bien compliqué, on est clairement en dynamique baissière et là on entame une phase de correction. On est à l'intérieur de la vague, enfin pas être en exponentielle en M5. La dynamique baissière n'a absolument pas remise en question. Et donc comme j'ai dit, si on corrige, pour moi ce sera l'occasion de rentrer de nouveau à la baisse. Et donc pour ça je prendrai les plus hauts et plus bas du mouvement en cours. Et si on se met en M15, voilà. Pour moi, on est encore loin des 23.6, donc le mouvement n'est absolument pas remis en question. Au niveau des repères du jour, le point pivot était à 1.3238.6, on est actuellement à 1.3138, donc à 100 pips de ce point. On est plus bas, on a cassé la médiane entre le S2 et le S3, donc on est vraiment très bas. Donc une phase de correction pourrait venir, et ce serait pour moi l'occasion de reprendre short. Donc je reste sur le même biais. Alors, on va continuer dans l'écoute des avis des analystes. On a écouté ici Jean-Luc Cussac. On va aller écouter là Nicolas Chéron, donc analyste pour FXCM, qui donnait son avis notamment sur la parité euro-dollar, mais sur le dollar également en général.
ce matin au micro donc de DailyFX. On écoute ça. Bonjour à tous et bienvenue pour le Morning Meeting DailyFX de 11h. Nous sommes mercredi 2 mai. Fini les jours fériés, fini le repos, les traders sont de retour sur les marchés et ça fait très mal. Ça fait très mal et le scénario daily, le scénario journalier que je défends depuis maintenant 7, 8, 10 séances peut-être, d'une rechute des cours, est enfin en train de se matérialiser. Donc je rappelle à ce sujet que il y a effectivement des possibilités de faire de l'intraday tous les jours ces dernières séances, mais que ce qui m'intéressait ici, c'était de réussir à attraper un point haut entre 1,3250 et 1,33 afin de viser un retour vers 1,30 dans un premier temps, voire les 1,27 par la suite en cas de sortie baissière sous les 1,30. Nous allons revenir là-dessus dans un instant. Alors, première chose, un avertissement pour vous dire que si vous faites de la bourse et que vous perdez de l'argent, ça arrive, et que en aucun cas, ce que je vais dire n'est un conseil d'investissement. Vous êtes responsable puisque c'est vous qui cliquez sur la souris. Alors, les graphiques. On est sur le support, pile poil. C'est maintenant. Vous voyez là mon graphique sur l'eurodoll en horaire. On est sur le S2 et sur une zone horizontale travaillée à de très nombreuses reprises. Si certains sont vendeurs et qu'ils souhaitent alléger ce matin, c'est le point que je visais annoncé hier soir. Nous avons l'ADP cet après-midi à 14h15. Je ne sais pas si les cours vont monter pour mieux baisser par la suite ou s'ils vont baisser tout droit. Alors là, vous allez comprendre que forcément, là Nicolas, vous envisagez la baisse ou la baisse. Vous avez tout compris. On était dans un biseau sur l'euro-dollar. Quand on sort d'un biseau par le bas, on en retrace théoriquement 50 voire 100%. Le biseau est une figure chartiste dont, donc quand c'est un biseau haussier, on a plus de 80% de chances de sortir par le bas. Voilà, donc si ça c'est aléatoire, il faudra relire les classiques du chartisme et notamment François Baron. Donc, lundi, je vous ai fait un point, hier on ne s'est pas eu lors du morning meeting. Lundi on a vu que le dollar index se stabilisait autour des 9820 points. Et j'envisageais un rebond qui s'est matérialisé hier, qui se concrétise encore une fois aujourd'hui. Nous arrivons maintenant en zone de résistance vers 9895, 9900 points sur le dollar index. On constate aussi que c'est un petit canal baissier ici en rouge. Donc on a un niveau horizontal plus la borne haute de ce canal baissier. Aujourd'hui on est mercredi. D'ici la fin de la semaine, on a encore des statistiques d'importance, notamment les taux en Europe demain. Le NFP, soit le chômage mensuel américain, après-demain. Donc autant vous dire que d'ici la fin de la semaine, voir le dollar index revenir à 9800 comme le voir exploser à 9950 ne m'étonnerait absolument pas. Si j'ai un avis sur la question, est-ce que je suis plutôt haussier ou baissier sur le dollar, je suis plutôt haussier. D'ailleurs, plutôt que de regarder la MM20 sur mes graphiques, hier soir j'ai testé la MM200, qui est une MM de long terme. Et quand on met la MM200 et qu'on l'ajuste même en 195, ça donne sur le dollar index un bon support, puisque on a travaillé cette MM200 ici et là. Ici, on a fait un petit trou dessous. Là, on l'a tenu et là, on l'a testé. Donc, ça fait 5-6 fois qu'on teste cette MM200. Ça deviendra ma nouvelle référence de moyen terme sur le dollar index. Donc, en gros, tant que le dollar index est au-dessus de MM200, j'achète du dollar, je vends de l'euro ou de la UD ou du NZD. Bref, les paires contre le dollar. Si et seulement si le dollar casse sa MM200, alors je passerai acheteur d'actifs risqués avec grand plaisir. En attendant, je considère la hausse depuis 8-10 séances sur l'euro comme une hausse corrective avant que la dynamique baissière ne reprenne le pas.
Alors, deux outils très simples en chartisme, les obliques et les moyennes mobiles. Je ne vais pas vous faire réécouter les morning meetings depuis 2 mois, mais nous avons une oblique baissière ici sur l'euro-dollar, ainsi que la MVA 30. La MVA 30 est à 1,32 85 70. Donc on prend 5 chiffres après la virgule pour être précis. Hein. Le plus haut est à 1,32 85 30. Donc on s'est arrêté à 0,004 pips de la moyenne mobile que je vous dis de surveiller depuis maintenant une petite dizaine de semaines. Donc si ça c'est pas précis, bon, c'est que vous êtes très très difficile. Donc 32,70, 32,80, c'était la zone de short optimum pour tenter une vente en swing trading. Je ne parle pas ici d'intraday, je vous parle de swing. Et donc moi je suis passé à la vente à 32,70 hier. Alors il y en a certains qui me demandent comment ça se fait qu'hier tu es passé vendeur à 32,70 parce que ceux qui font du market profile l'avaient vu, les chartistes pas forcément. Je vous invite à relire l'analyse que j'ai postée lundi sur DailyFX, ainsi que le graphique que vous avez sous les yeux, et de regarder où se situe cette oblique ici en orange qui passe par tous les plus hauts depuis 2 mois. Voilà. Nous sommes venus toucher une série, ici, une série de fois cette oblique. Il y a 2 jours j'ai shorté 32,40, on a baissé, j'ai mis mon stop à 0, on est venu me le prendre. Hier 32,70, avant l'ISM, je short stop 20 points, ça baisse, je renforce 32,60 et les vendeurs prennent la main. Donc ça c'était dans une optique journalière. Le premier objectif il vient d'être atteint, c'est 31,60-65, c'est la MM 20 jours et une zone horizontale que je vous ai montré en horaire. Et sous cette moyenne mobile à 20 jours, on revient à 30,80, voire les fameux 1,30. Et sachant qu'on est dans un triangle, mais je n'ai pas envie d'aller trop vite en besogne, sachant que ici nous avons une formation en triangle avec une oblique baissière et un niveau horizontal, que le triangle est une figure potentiellement de continuation de tendance et que la dynamique est baissière à moyen terme, nous avons plus de chances de sortir par le bas que par le haut de ce triangle et d'aller à 1,27. Mais je n'ai pas du tout envie de vous parler de ça pour le moment, car demain il y a les taux. Donc si on tient les 1,31,60 cet après-midi et qu'avec les taux on se retrouve à 1,32,50 demain, il n'y a rien d'impossible. Donc voilà, j'attends. J'étais short sous une grosse résistance, on a atteint un objectif. J'ai sorti la moitié de mes ventes sur ce seuil, j'ai gardé l'autre moitié en swing. Si ça enfonce, je laisse courir. Si on rebondit, je patienterai tout simplement. Voici en 4 heures la figure que je vous ai déjà postée la semaine dernière à de très nombreuses reprises dans mes analyses. Si vous voulez, je les retrouverai et je vous les posterai pour vérification. Donc voilà, ça c'est une figure ici en violet que l'on appelle le biseau. Le biseau haussier est une de mes figures préférées. On sort dans 82% des cas à la baisse d'un biseau pour retracer 50 voire 100% de la figure. On vient de retracer une bonne partie. Et si on casse les 1,31, 55, 60 comme je vous ai montré leur importance autant au journalier qu'en 4 heures, alors je vise les 1,30, 70, 1,30, 80. Petit cours de chartisme qu'ai-je fait hier soir? Parce que hier, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a vendu ici 32, 60, 70, donc ici. Les cours ont baissé, on est venu chercher les 32. Donc il suffisait de tracer un niveau horizontal à 32, de voir qu'on l'avait déjà touché à plusieurs reprises ces dernières séances. Donc ceux qui voulaient sortir en horaire repasser à la hausse hier vers 21-22 heures. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un niveau de Fibonacci. J'ai tracé le niveau de 50% et vous allez me dire
c'est ce qu'on appelle une englobante baissière. C'est une englobante, ça veut dire qu'elle englobe un bon nombre de bougies précédentes à la baisse. Là, elle en englobait une vingtaine, c'était assez violent. Or, quand on a une englobante baissière comme ça, c'est peut-être, d'après moi, un pré-signal vendeur avant d'aller plus bas. Je note donc la baisse. Sur support, j'envisage potentiellement de... se faire, on a touché pile poil 50% de retracement. Les 32,50 c'est aussi une zone sous lesquelles on avait buté avant de passer en force ces dernières séances. Et donc j'ai profité de ce retracement à 50% et puis tout en voyant les indices baisser par la suite en fin de journée aux US, donc vers 21-22 heures. Et j'ai shorté 32,35, stop 15 points, juste au-dessus de ce retracement de 50%. Ensuite, parce que j'étais toujours debout, les cours sont descendus à 32,13. 32,13, c'était le niveau horaire que l'on a vu ensemble. 32,10, 32,13, c'est à peu près pareil. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé mes ventes, mais j'ai tenté un petit achat spéculatif. Petit achat spéculatif sur lequel j'ai mis un take profit, donc une limite pour prendre des bénéfices à 1,3229. Donc sur lequel j'ai pris mes 16 points gentiment pour arrondir les fins de mois.